Je vois ma grand-mère qui reposte tout. Dès qu'il y a un truc où il y a mon nom, elle reposte tout sur Facebook. Enfin, tu C'est vois, génial. je me dis, en fait, ils sont là et ils sont derrière, Mm. quoi. Bienvenue sur My CELR Podcast, le podcast de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Nicolas, c'est un grand sportif, bien dans ses baskets. Quand il joue, tout paraît simple, comme lorsqu'on l'écoute parler avec ce flegme qui le caractérise tant. Médaillé d'or au dernier JO de Tokyo, il partage avec nous son expérience, son parcours et sa passion pour la mer. On en ressort presque hypnotisé et avec l'envie des choses simples. Très belle écoute. Nicolas, je te remercie d'être parmi nous aujourd'hui à la caisse. Ben, de rien, avec plaisir. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir faire un peu plus connaissance avec toi. J'aimerais que tu te présentes à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout. Ok, ben alors moi je m'appelle Nicolas Le Goff, je suis joueur de volley professionnel, je joue au club de Montpellier et également en équipe de France depuis pas mal d'années maintenant, notamment champion olympique à Tokyo en 2020. Alors, tu as déjà été champion olympique, là, les JO approchent. Comment on se sent là, aujourd'hui, à quelques semaines de cette autre échéance? On se sent très, très excité pour le moment, pas encore stressé, pas encore trop dans le tumulte de ce que tous les JO peuvent engendrer. Mais ouais, il y a énormément d'excitation, on se rapproche, ça va être un bel événement, on a hâte. J'imagine que dans ton entourage, ils sont un peu aussi excités. Je parle des non-sportifs, ta famille, etc. Est-ce que tu ressens une pression supplémentaire ou pas du fait de ton entourage? Non, non, franchement, du point de vue de mon entourage, aucune pression, c'est que du soutien. Et je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, ils seront pas déçus de moi. Ils ont juste envie de vivre ça avec moi en me supportant et d'être présent à Paris. Donc effectivement, moi, intérieurement, j'ai envie de leur faire vivre ça de la meilleure façon Mm. qui soit, c'est-à-dire en allant décrocher une médaille, la médaille d'or si possible. Comment on arrive à faire du volley de haut niveau? Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te retrouves là à être en équipe de France, à jouer au volley? Moi, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai commencé relativement tard quand même, si je me compare à mes différents coéquipiers que je peux avoir en club ou en équipe de France. Je suis pas un cas à part, hein, il y en a d'autres, mais c'est vrai que pour la plupart, ils ont commencé un peu même avant l'âge de 10 ans. C'est quelque Mm. chose depuis tout petit. Moi, j'ai commencé relativement tard, vers 14 ans. Je faisais un sport individuel avant la natation pendant beaucoup de temps et quand j'ai arrêté, en fait, par hasard, j'avais envie de faire un sport collectif. Mais pour suivre un peu les copains au collège, je me suis inscrit au volley. Ça m'a beaucoup plu tout de Mm. suite. Puis petit à petit, j'ai été repéré d'abord par un entraîneur de club, parce qu'au début, je jouais juste avec le collège contre Mm. d'autres collèges. Il y a un jour dans le gymnase, il y avait un entraîneur de club, à l'époque, j'étais à Paris, qui m'a dit: ah bah, ça serait cool si tu venais faire un essai. Puis voilà, club, structure fédérale, pôle espoir, pôle France, équipe de France jeune. Et puis pour finir en club pro, quoi. Donc ça a été un petit peu un joyeux hasard, beaucoup de travail forcément, Ouais. mais je pense aussi ce qui a fonctionné, c'est que je me suis peut-être pas mis tout de suite en tête, je veux faire ça, c'est mon objectif, Mm. donc j'y allais sans pression. Au début, c'était Ouais. que du plaisir, donc ça m'a permis aussi peut-être de progresser plus librement. Mais tu sentais dès le départ que tu avais des capacités physiques qui allaient au-delà Bah du commun, oui, des mortels ou pas? enfin oui, dans le sens où forcément ma taille, donc je le répète pour si je me présente pour les gens qui me connaissent pas, je fais 2,06 m, donc forcément dans un sport de grand, ça aide. Je pense que quand le premier entraîneur du premier club dans lequel j'ai joué est venu me voir dans ce fameux gymnase pour me demander de venir faire un essai le vendredi soir dans le club, c'était pas parce que j'avais fait un match incroyable, Mm. c'était parce que j'avais 14 ans et je faisais déjà 1,80 m, je sais pas combien. Il a vu un potentiel physique. Donc forcément, ma taille, ma qualité physique m'a aidé du moins au début. Après, il y a des grands qui ont essayé, qui n'ont jamais forcément Mm. percé. Je pense que j'ai eu aussi une progression assez rapide et importante. Mais oui, oui, forcément,
Mes caractéristiques physiques, on va dire, m'ont beaucoup aidé. Ouais. Et ta famille t'a poussé là-dedans Mon père voulait qu'avec mon frère, on fasse du sport. Pas forcément notre métier, mais qu'on fasse du sport et qu'on soit bon dans le sport parce que pour lui, c'était important. C'était beaucoup de soutien. Mais donc ils m'ont poussé dans le bon sens du terme en m'encourageant, mais jamais en me fixant des objectifs ou en me mettant des performances à atteindre non plus, quoi. T'as déjà vécu 2 fois les Jeux Olympiques. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au JO comparé à un autre championnat du monde ou d'Europe Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui tient au JO? Oui. Clairement, les Jeux Olympiques sont une compétition vraiment à part. Pour certains sports, je pense notamment au foot, c'est peut-être un peu moins important qu'une Coupe du Monde. Enfin, en termes de titres, c'est un peu moins important. Mais pour énormément de sports, c'est la compétition par excellence, si on parle vraiment en termes de résultats sportifs. Voilà. Mais après, on sent que les JO, il y a vraiment une ampleur tout autour. Enfin, en 2026, l'été 2025, nous, par exemple, avec l'équipe de France de volley, il y a les championnats du monde. Je ne suis pas sûr que toute l'année 2025, on nous en parle comme on nous parle des JO qui arrivent là en 2024. Parce que c'est un regroupement de tous les sports. En fait, ça fédère vraiment tous les gens qui aiment le sport. De manière générale, ils savent qu'ils vont suivre les JO et pas forcément que le sport ou les sports qu'ils suivent habituellement. Ça permet de découvrir d'autres sports. Voilà, les JO, c'est une fête en fait. Donc, c'est vraiment la fête du sport. Donc, il y a ça. Et même les gens qui n'aiment pas particulièrement suivre le sport en règle générale, pendant les Jeux Olympiques, peuvent... happé, quoi. Ouais, voilà. Là, le fait que ce soit en France, c'est décuplé en plus, parce que tous les Français, du coup, se sont concernés. Il y a certainement des gens qui en ont rien à faire, c'est normal. Mais oui, les Jeux Olympiques, il y a un truc autour de cette compétition qui fait que c'est un événement particulier. Ton programme jusqu'au JO d'entraînement, ça va être quoi du coup? On a une première compétition qui s'appelle la VNL, la Volleyball Nations League, où on va pas mal voyager. On a une étape en Turquie, une autre au Canada, Philippines et Pologne. Ça va, c'est une compétition qu'on va jouer pour essayer de la gagner forcément, mais qui va aussi, je pense, servir pas mal de préparation. À l'issue de cette compétition, on va avoir, je pense, quelques jours un peu de repos, pas beaucoup, mais 4-5 jours, je pense, pour couper un petit peu, et pour ensuite repartir sur la vraie préparation des Jeux Olympiques qu'on va faire à Saint-Nazaire, où on va avoir quelques matchs amicaux avant d'arriver à Paris, au village, et de démarrer la compétition. T'as hâte des Jeux? Bien sûr, j'ai hâte. À la fois j'ai hâte et à la fois je me dis, une fois que ça va démarrer, ce sera presque déjà fini. On en parle depuis tellement longtemps qu'en fait, je crois que j'ai l'impression que ça va passer super vite. Et du coup, tant que c'est pas encore arrivé, on sait que ça va arriver, donc voilà. Donc j'ai hâte que ça arrive, mais j'ai pas hâte que ça termine non plus. Donc c'est mitigé. Est-ce que toi, il y a des moments où tu te dis j'en ai un peu marre, je voudrais autre chose? Ça m'est déjà arrivé de penser, de me dire voilà, j'en ai un peu marre. Mais en fait, je reviens vite à la réalité en me disant ouais, mais mec, si t'arrêtes, demain tu fais quoi et ça va te manquer. Donc en fait, ça revient super vite, quoi. Justement, tu penses à l'après? Comme je te disais, j'y pense de plus en plus. Je sais ce que je veux pas faire, je pense. Comme quoi? Parce que la facilité des gens serait de dire entraîneur ou de rester dans ce milieu-là. Ça, je pense que c'est pas fait pour moi. Je dis pas que j'aurai aucun lien avec le sport ou avec le volley. Ça peut être travailler dans un club. Il y a plein de métiers différents au sein même du club. Mais après, je me laisse vraiment... je ferme quasiment aucune porte. Ok. Toi, t'es né à Paris? Oui. Si mes informations sont bonnes. Qu'est-ce qui t'a amené à Montpellier? Le volley. Le volley. Le volley, clairement. Donc, je suis né à Paris. J'ai vécu à Paris jusqu'à mes 15 ans. Ensuite, avec ma famille, on a déménagé dans le sud, dans le Var. Donc, dès que j'ai intégré mon premier sport-études, donc c'était le pôle espoir, j'étais à Cannes. Ensuite, la classe au-dessus, la catégorie au-dessus, c'était le pôle France
cadet. C'était à Paris, donc je suis retourné à Paris, mais dans un Creps. Donc j'étais hébergé, sport-études, cours le matin, volley l'après-midi, voilà. Et ensuite, la catégorie encore au-dessus, donc junior, c'est le CNVB qui est à Montpellier, le Centre national de volleyball, qui est logiquement la dernière étape avant de signer dans un club professionnel. Donc j'ai fait 2 ans au Crêpes de Montpellier. Et à l'issue de ces 2 ans, j'ai signé mon premier contrat professionnel. J'aurais pu partir n'importe où, des clubs de volley, il y en a un peu partout dans la France. Mais T'avais une attache particulière? Oui, alors j'ai beaucoup aimé la ville. Et puis c'est surtout que j'avais plusieurs propositions de clubs, et notamment Montpellier. Et Montpellier avait l'air particulièrement intéressé pour que je signe chez eux. Moi, ça m'allait très bien de rester dans cette ville. Donc voilà, j'ai signé ensuite, en sortant de mes 2 ans de CNVB, j'ai signé à Montpellier, où j'ai fait 4 ans. Donc tout cumulé, ça fait 6 ans. Et ensuite, quand je suis parti jouer, j'avais 22 ou 23 ans, je suis parti jouer, j'ai fait mes premières expériences à l'étranger. En fait, quand je jouais à Montpellier, j'avais un appartement qui était mis à disposition par le club. Donc une fois que je suis parti, j'ai dû rendre tout ça. Et en fait, j'avais plus de chez moi. Alors, chez ma mère, dans ma famille ou quoi, mais moi, je voulais avoir mon chez moi pour quand je rentre, avoir un pied-à-terre. Et en fait, je me suis pas posé la question. J'ai acheté un appartement à Montpellier, quoi. Ok. En quoi tes expériences à l'international t'ont fait grandir, ou qu'est-ce qu'elles t'ont apporté en particulier de partir à l'étranger? Ça m'a apporté plein de choses. J'ai vu ce qui se faisait ailleurs, dans d'autres championnats. J'ai progressé, j'ai gagné des titres à l'étranger, notamment pas mal avec Berlin, mon club en Allemagne où j'ai joué 3 ans. Donc ça m'a fait progresser en tant que joueur, en tant qu'homme aussi, de sortir de ma zone de confort. Ça a forgé ma carrière, quoi. Tu as eu aussi l'expérience du village olympique. Oui. Moi, ça m'intrigue un peu. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que vous êtes un peu cloisonné. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? Alors, en plus, moi je peux te parler de 2 expériences vraiment complètement différentes, parce que Il y a eu le Covid. il y a eu Covid, exactement. En fait, alors, on n'est pas cloisonné dans le sens, alors c'est une forteresse, hein, le village olympique. Pour rentrer, déjà t'as de la sécurité partout, mais on va dire que par l'entrée principale, si t'as pas le badge, plus une accréditation, tu passes ton sac un peu comme les aéroports, là, tu vois. Donc voilà, mais après, en revanche, en tant qu'athlète, si on veut en sortir, on rentre et on sort comme on veut. À Rio, c'était comme ça. Après, on est resté un peu cloisonné parce qu'à Rio, ils nous avaient mis vraiment à l'extérieur de la ville. Donc, puis une fois que les jeux ont commencé, tu vas pas te balader, faire ton petit marché, ta petite balade touristique, etc. Donc il y a peut-être ce sentiment-là où en fait on reste dans le village, on sort pour les matchs, pour les entraînements, mais c'est en délégation, quoi. Il y a le bus qui vient nous chercher. Et pour le coup, à Tokyo, la question s'est pas posée parce qu'on n'avait pas le droit de sortir du village, hormis pour les entraînements et pour les matchs, parce qu'il y avait le Covid, quoi. Donc il y avait beaucoup de restrictions sanitaires. Mais oui, on est quand même vachement dans notre bulle. On n'est pas cloisonné, dans le sens où on est libre de nos allées-venues. En revanche, pas beaucoup de gens le font, quoi. C'est pas fatigant tout ce système des JO, la médiatisation, répondre aux 10 000 questions des médias, etc. Ça, c'est quelque chose qui te plaît, ou tu te dis vivement la fin? Ni l'un ni l'autre, dans le sens où ça me plaît, je suis pas là, ouais, trop bien, j'ai encore une interview, ou j'ai encore un truc pour parler des JO, et à l'inverse, je me dis pas non plus, encore, non, j'en ai marre. C'est pour montrer qu'on n'est pas nous sportifs sur le terrain et vous supporters en dehors dans les tribunes, quoi. C'est un truc qu'on vit ensemble, on est un peu tous acteurs, et ça montre l'intérêt que les gens ont pour cette compétition, donc c'est cool. Est-ce que tu as des passions dans la vie? Oui. Je suis... D'ailleurs, ça reprend la question de qu'est-ce que je vais faire après. Je suis passionné un peu par tout ce qui touche à la mer, les fonds marins, la mer en globalité, mais enfin en général, mais ouais, moi
peux mettre, passer la journée avec un masque, un tuba, regarder les poissons, les fonds marins. Je pense que les poissons de la Méditerranée, je les connais tous. Ah oui, d'accord, ok. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ouais. Donc, ouais, je me verrais pas vivre dans un endroit où il n'y a pas la mer. Même si, tu vois, à Montpellier, j'en profite pas. Et encore, mais tu sais qu'elle est à côté. J'adore Montpellier, j'adore cette ville, mais on n'a pas les plus beaux fonds marins de la côte. Parce que moi, ma mère, par exemple, habite à côté entre Toulon et Marseille. Et là, la côte est différente. Ouais, il y a... C'est beaucoup plus joli en termes et plus riche en termes de fonds marins, mais même si tu vois à Montpellier, bah, de toute façon, pendant la saison, il fait froid, il fait pas beau, je vais pas aller me baigner. Tu te baignes pas, une eau à 10 degrés. Non, non. Et puis l'été, je suis beaucoup avec l'équipe de France, mais ne serait-ce que savoir que je peux y aller de temps en temps, j'adore pêcher aussi, tu vois, être en contact avec la mer, ça j'aime beaucoup. Ouais. En quoi c'est important un accompagnement, d'être accompagné, par exemple là par la caisse d'épargne, dans ton quotidien en tant que sportif? Forcément, quand tu dis le mot accompagnement, il y a aussi tout ce que ça engendre en termes je sais pas que ça se dit, de support. Enfin, on se sent supporté, encouragé. Et ça, c'est vachement flatteur. Il y a une certaine part de fierté. Ça montre qu'il y a des gens derrière nous qui croient en nous, qui nous suivent. Et comme je disais, c'est dans les moments où c'est un peu plus difficile, où on peut avoir des doutes, etc. En fait, on se rend compte qu'il y a au-delà de nous-mêmes, il y a d'autres gens qui croient en nous et qui ont envie de nous accompagner. Donc ça, pour moi, c'est un soutien hyper important. Après, il y a le côté financier aussi qui peut, bien entendu, nous aider dans vraiment, ça c'est plus en termes de performance et de qualité d'entraînement pour avoir accès peut-être au meilleur matériel, aux meilleurs soins, à la meilleure récupération. Ça va dans le matériel, dans les soins et tout, etc. Donc ça c'est hyper important. Et voilà, c'est hyper gratifiant. Ouais. Si demain, tu as un enfant qui te dit papa, je veux être volleyeuse ou basketteuse, voilà, faire son métier du sport son métier, tu lui conseillerais ou pas? Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours incité à faire du sport parce que ils estimaient que le sport c'était important pour l'esprit, pour le corps, pour plein de choses, mais qui n'ont jamais non plus soit dit non, c'est les études d'abord ou non, ce soir tu te couches tôt, demain tu as entraînement. Ils m'ont laissé faire mon truc. En tout cas, force est de constater que pour moi ça a fonctionné et que j'ai aucune frustration d'un côté ou regret de l'autre. Il y a des sportifs qui ont été peut-être poussés par leurs parents. J'ai déjà entendu des témoignages de sportifs. Ils me disent moi je voulais pas faire ça du tout, mais mes parents m'ont poussé, donc je suis un peu sportif professionnel malgré moi, donc je le fais parce que je suis bon, mais je m'éclate pas spécialement. Ou à contrario, des gens qui auraient rêvé d'être sportifs professionnels et qui peut-être en avaient les capacités, et les parents voulaient pas suivre. On a la chance d'avoir un sport aussi qui coûte pas cher, dans le sens où c'est sûr que si notre enfant il veut être pilote de Formule 1, à un moment donné, il faut avoir les moyens. Compliqué. Donc voilà, moi si demain mon enfant il me dit papa, je veux être volleyeur ou volleyeuse professionnelle, je vais dire bah écoute, entraîne-toi, fais, et si t'en as... Enfin, avant, s'il me dit ça à 6 ans, je vais dire c'est loin. Ouais, donc on va t'inscrire dans un club, tu vas progresser, on verra comment t'évolues, mais je serai ni un frein, ni là derrière à pousser absolument pour qu'il réussisse, quoi. Il fera bien comme il veut. Le petit Nicolas qui a 6 ans, il était comment? Plus petit déjà, non. Il était comment? J'étais ni hyperactif, ni tout seul dans mon coin. Je sais pas s'il n'y a pas vraiment de normes, mais j'étais un enfant de 6 ans. Bien dans ses baskets? Ouais, bien dans ses baskets, ouais. Voilà.
Le meilleur qu'on puisse te souhaiter pour les JO, c'est quoi? Bah, forcément, c'est d'aller chercher une deuxième médaille d'or. Mm. Alors, si on prend les choses chronologiquement, qu'on puisse me souhaiter, c'est déjà de ne pas me blesser avant la compétition, ensuite d'être sélectionné sportivement par le coach, et après, une fois que la compétition aura commencé, de prendre un maximum de plaisir et d'aller chercher la plus belle des médailles, si possible. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, Bah, c'est cher gentil, Nicolas. c'est Merci gentil. beaucoup. Merci à toi. À très vite. Ouais.